commandant, si le commandant commence à se décourager, toutes les troupes seront déployées. Nous sommes ensemble, nous irons ensemble jusqu'au bout. Cette canne-là, nous serons présents. Et nous pourrons faire encore de très bonnes choses là-bas. Ok les gars? Bon appétit. Je suis les commandants et je ne pourrai jamais vous lâcher. Il est sur ce plateau, le commandant du football congolais, M. Constant Omari Sélémani, le commandant de l'OPA. Bonjour M. Omari. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hein. C'est vrai, vous êtes très occupé, entre des avions toujours. Vous êtes arrivé hier soir et ce matin vous avez accepté de vous réveiller très tôt pour venir. Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Ça fait plusieurs années que vous êtes à la tête des Léopards. On va essayer de parler football congolais. Ça fait plusieurs années que vous êtes à la tête du football congolais, plus de 12 ans aujourd'hui. Comment se porte le football congolais aujourd'hui? Écoutez, quand on parle de la santé du football, ce sont les chiffres et les statistiques qui doivent parler. Je pense que vous êtes à même de connaître les statistiques aujourd'hui. Ça fait pratiquement entre 4 ans et 5 ans que nous alignons jusqu'en quart de finale, au plus bas, jusqu'en quart de finale, nos clubs. Nous venons de nous qualifier pour la CAN et la Linafoot a évolué tant bien que mal, a terminé son championnat. Le football féminin a repris et n'eût été la bêtise administrative. Je pense que les U23 seraient aujourd'hui très loin. Et je dirais que nous sommes dans une phase de croissance soutenue au niveau du football congolais. Mais néanmoins, la seule difficulté, c'est que les infrastructures ne suivent pas. Les infrastructures ne suivent pas et il y a des couacs encore par-ci et là. Voilà. À vous entendre parler, c'est comme si tout marche très bien. Ça va pour le football congolais. Ben, écoutez, comparativement à nos potentialités, nous n'avons pas encore atteint ce que nous pensons être la vitesse de croisière. Mais comparativement à beaucoup de pays africains, je pense qu'on a beaucoup évolué. On a beaucoup évolué. Il y a des choses peut-être qu'on ne dit pas, qu'on garde, mais nous sommes en plein là, dans la poursuite maintenant de la politique de développement. Mais nous sommes un peu bloqués, je vous dirai tout à l'heure pourquoi on est bloqué. Mais on va beaucoup rester sur l'équipe nationale, faute de temps. On aurait dû vraiment aller dans les détails, mais bon, malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps. On va juste rester au niveau de l'équipe nationale. Les Léopards se préparent pour la CAN Égypte 2019. Nous y allons. Pourquoi faire? C'est quoi l'objectif au fait? Mais je pense qu'un pays comme le nôtre, de la dimension de notre pays et de notre football, nous devons avoir des ambitions. Nous devons avoir des ambitions. On ne peut pas aller pour le plaisir. Comme disait le Coubertin, l'essentiel est de participer. Non. Nous allons parce que nous avons des ambitions. Nous allons parce que nous avons des ambitions et que ces ambitions doivent s'exprimer correctement. Donc si les joueurs tiennent à leur motivation, avec tout ce qu'on a essayé de faire pour eux, l'objectif est très simple. C'est d'aller remporter cette CAN. Donc, bien qu'on ne le dise pas, ouvertement, mais nous avons des objectifs bien précis. Donc, on retient que pour le commandant du football, le commandant de cette équipe nationale, nous allons en Égypte pour remporter la CAN. C'est ça le projet? C'est ça le projet, effectivement. Notre projet, c'est de remporter cette CAN. Si on n'a pas d'ambition à ce niveau, ça ne vaut pas la peine d'aller participer. On ne peut pas mobiliser toute une population, à peu près 85 millions d'habitants, et ne pas avoir des ambitions. Les ambitions sont légitimes. Chaque équipe qui va à la CAN a pour ambition première de remporter la compétition. Est-ce que nous sommes en mesure de remporter cette CAN 2019? Nous en avons les outils, mais maintenant c'est à nous de travailler sur une bonne préparation. Les outils, nous en avons. Parce que moi, honnêtement, quand je scrute toutes les équipes nationales africaines, je ne vois pas celle qui pourra dire qu'elle nous dépasse d'une grande largeur, je ne pense pas. Nous avons des bons joueurs qui jouent dans des championnats,
Bien sûr que c'est un problème de motivation et de détermination et de philosophie. Si nos jeunes comprennent quelle est la philosophie qui doit les nourrir aujourd'hui, je crois qu'ils pourront aller plus loin. Revenons un peu en arrière, monsieur Omari. Cannes 2015, nous avions l'ambition de remporter la Cannes. On ne l'a pas remporté. Nous avions le projet Coupe du Monde. Tout le monde a cru. Tout le monde voulait aller à la Coupe du Monde. Malheureusement, nous avons été arrêtés net par la Tunisie ici à domicile. Léopard U19, nous avons été disqualifiés. Tout à l'heure, vous venez de dire une bêtise administrative. Mais dans tout cela, la FECOFA, personne n'est frappé, personne n'est puni, personne n'est limogé. Ça va continuer comme ça? Ben écoutez, peut-être vous ne suivez pas de près l'activité de la fédération. Comment vous me dites que personne n'est puni, personne n'est sanctionné? Le secrétaire général, il est où? Mais il est toujours en suspension depuis cette affaire. On a mis sur pied, on a nommé 2 secrétaires généraux adjoints. Un chargé des compétitions et l'autre chargé du développement, planification et tout ça là. Et de l'autre côté, comme je disais, il est suspendu. Ça fait plus de mois que le secrétaire général est suspendu. C'est parce qu'on ne fait pas de bruit par respect à la personnalité. C'est une petite erreur. Et ensuite, en ce qui concerne au niveau du service d'affiliation, tout ça là, nous sommes en train de nettoyer tous ces services. Si on a nommé cet général chargé de développement et tout ça, nous lui avons fixé des objectifs bien précis. Notamment, informatiser tout le système de saisie des licences de joueurs pour avoir une traçabilité et la vie des joueurs congolais. Et ensuite, faire partir toutes ces personnes qui sont âgées aujourd'hui, qui n'ont pas les aptitudes pour pouvoir s'adapter à de nouvelles technologies. Donc, il y a des décisions qui ont été prises. Le problème, c'est que nous ne sommes pas montés au créneau pour annoncer toutes ces décisions, mais il y a des décisions qui ont été prises. Ça, c'est au niveau administratif. Au niveau de l'équipe, l'entraîneur est toujours le même. Parlons justement de l'entraîneur. L'entraîneur, le problème se pose pas. Le U23, c'est le DTN qui entraîne cette équipe. Je pense que, et c'est ça le drame des Congolais. On n'apprécie pas la valeur et la qualité des joueurs quand on les découvre. Et moi, quand il y a un petit problème, on commence à crier sur l'entraîneur. Mais qui a découvert ces U23? C'est l'entraîneur. Qui les a fait venir? C'est l'entraîneur. Donc je pense que ce n'est pas à cause d'une erreur administrative qu'on va enterrer toute une équipe. Il y a d'ailleurs d'autres qui étaient promus à monter vers le A, ainsi de suite, tout ça là. On va voir ce que ça va donner. En ce qui concerne Ibenge. Justement, j'allais poser la première question, c'est si vous évoquez le dossier Ibenge. C'est quoi sa situation aujourd'hui? Il a un contrat, il a des arrières. C'est quoi sa situation aujourd'hui? Ben, je crois qu'il est mieux placé de vous parler. Hein. Moi, je n'aime pas trop parler je n'aime pas trop me mettre parler sur le plateau sur les matières d'argent ou les contrats qui lient une personne à notre fédération. Mais je pense que au jour d'aujourd'hui, ils viennent d'être payés d'ailleurs. Ils viennent d'être payés et je crois que le chef de l'État a suivi personnellement. Le chef de l'État a suivi personnellement le dossier et il venait d'être payé. Il reste bien sûr 1 ou 2 ou 3 mois d'arriéré. Bon, écoutez, on va y arriver. Hein. L'essentiel, c'est de savoir que le taux a été donné et on a commencé à apurer leurs arriérés. Hein. Justement, parlant de l'entraîneur, il revient sur ses projets. Coupe du Monde, on est accru et on n'est pas parti. Coupe d'Afrique 2015, ça n'a pas très marché. Bon, aujourd'hui, est-ce que Ibenge, c'est le seul entraîneur en Afrique qui a accepté, parce que vous avez toujours dit qu'il avait accepté les $18 000 des salaires. Est-ce que c'est le seul entraîneur? C'est pas possible d'échanger un jour notre entraîneur en RDC? Je pense que quand nous parlons des entraîneurs, il faut savoir quel est le projet à partir duquel on recrute tel ou tel autre entraîneur. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a raté la Tunisie, mais je pense qu'une fois, il faudra avoir le courage parfois de le reconnaître. On a raté la Tunisie à cause de la maladresse. Bien sûr, il y avait des aspects d'encadrement technique, la gestion des 15 minutes qui restaient, et ensuite il y a la maladresse des joueurs eux-mêmes. Pourquoi vous n'avez jamais le courage de condamner les joueurs? Vous ne condamnez que l'entraîneur. L'entraîneur, bien sûr, est sur le banc, mais les joueurs, sachant qu'il nous reste 15 minutes et que nous sommes en train de mener par 2-0, ils doivent se resserrer. Ce n'est pas l'entraîneur de commencer à crier. Les joueurs eux-mêmes doivent prendre conscience. Mais vous évitez, vous escamotez la responsabilité des joueurs, vous tombez sur l'entraîneur. Bien sûr que l'entraîneur a commis une bêtise, une bourde en faisant entrer Moulumba, qui n'était pas assez demi-défensif
pour pouvoir maîtriser, alors qu'il y avait d'autres sur le banc, qui avaient ces aptitudes de pouvoir mieux bloquer le milieu du terrain. Et vous avez observé que même les joueurs eux-mêmes, ils ont lâché. À 15 minutes de la fin, les joueurs avaient lâché. Alors qu'à 15 minutes de la fin, ils devaient monter d'un cran pour pouvoir poser. Quand cela ne tienne, vous savez... Partout, quand il y a des quand il n'y a pas de résultat, c'est l'entraîneur qui en paye partout. Moi, je suis chrétien catholique. J'ai mes croyances. J'ai compris que le bon Dieu n'a pas voulu que nous soyons qualifiés à cette CAN-là, à cette Coupe du Monde-là, n'est-ce pas? Et la suite, je crois, vous avez vu le comportement de tous les joueurs, de toutes les équipes africaines, a démontré qu'effectivement, il y avait encore un fossé entre les équipes nationales africaines et les autres. Ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, le temps ne pardonne pas ce qui se fait sans lui. J'ai toujours dit et je l'ai toujours répété. Ce n'est pas qu'Ibengue est le seul entraîneur africain. La première des choses, c'était de africaniser le staff technique, notamment prendre un entraîneur africain, congolais de surcroît, pour pouvoir faire quelque chose de mieux. Ibengue est arrivé, qu'on ne peut pas aujourd'hui le critiquer parce qu'il a quand même pu réaliser certains résultats. Il a réalisé certains résultats, mais le football c'est un tout. Le football c'est un tout. Là nous sommes le 40e aujourd'hui. Le 28. Le 28. 21 jours de la Coupe d'Afrique. Voilà, l'équipe est censée partir déjà à Marbella, on a tout bouclé. L'équipe est censée partir à Marbella vendredi, n'est-ce pas? Mais jusqu'au moment où nous vous parlons, les fonds ne sont pas encore disponibles. Nous sommes en train de nous tordre le cou pour trouver des moyens ici et là. Je sais que le chef de l'État m'a reçu le 17 mai. Pendant 4 heures du temps, on a tout épulché. Je lui ai présenté la copie des prévisions budgétaires que nous avons introduites auprès du gouvernement. Il a promis de s'y mettre. Et je crois qu'il est en train de s'y mettre. J'attends d'un moment à l'autre qu'on me fasse signe parce que l'équipe doit partir. Nous venons d'envoyer, Ibengue vient d'effectuer une tournée en Europe pour discuter individuellement avec certains joueurs. Le travel manager et Ibengue venaient de Marbella où tout a été bouclé, les hôtels, les terrains d'entraînement, tout ça là, toute la logistique, tout a été bouclé. Mais maintenant, il faudrait disponibiliser les moyens pour permettre à ce que, effectivement, vendredi, cette équipe puisse partir et commencer la préparation. Je reviens à vous, M. Constant Omari. Je vous rappelle, si vous nous prenez en cours, nous recevons sur ce plateau M. Omari Selemani Constant. Il est président de la Fédération congolaise de football. Merci de regarder le panier des Morning Show. Votre matinale revient dans quelques instants. À vous tous qui avez accepté de mourir et de souffrir pour notre pays, je réitère solennellement mon engagement ferme à consacrer tout le reste de ma vie à la défense de la démocratie et à l'éclosion du progrès social de notre peuple. De votre question pour demander à tout notre peuple de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Monsieur le Président, tout à l'heure vous parliez de moyens. L'équipe devra partir ce week-end. Justement, parlons de moyens. C'est vrai que vous n'aimez pas beaucoup parler argent, mais bon, c'est quoi l'apport du sponsor de l'équipe nationale? L'apport du sponsoring, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils apportent dans l'équipe nationale? Les sponsors, il y a Orange, il y a l'équipe nationale, il y a quelques sponsors. C'est quoi leur apport? Il faut être clair. Ouais. Les sponsors, le seul sponsor, il y a 2 sponsors. Il y a l'État congolais d'une part, Orange est sponsor, mais la part que Orange donne, elle est minime, elle est insignifiante par rapport à ce que le gouvernement congolais donne pour l'équipe nationale. Le plus grand sponsor du gouvernement congolais, c'est de l'équipe nationale, c'est le gouvernement congolais, n'est-ce pas? Et on essaie de faire le maximum qu'on peut faire avec le peu qu'on reçoit de Orange, ainsi de suite, tout ça là. Et bon, le gouvernement finance quoi? Le gouvernement finance la préparation et les prestations lors des compétitions. Ce que nous recevons d'Orange nous permet, à titre additif,
à titre additif, de permettre de satisfaire à certaines dépenses liées à l'équipe nationale. Donc c'est un peu ça. Vous avez annoncé après le dernier match de Léopard que l'équipementier devait changer. O'Neill, on devait finir avec O'Neill, un nouveau équipementier devait arriver, mais apparemment c'est toujours O'Neill. Ben, écoutez, là on s'est buté à une problématique. La première problématique c'était entre la fin des éliminatoires et le timing pour pouvoir commencer à préparer les nouveaux équipements. La deuxième problématique c'est que les autres dont vous ne parlez pas, mais vous voulez penser à tout ça là, ne sont pas disposés à nous fabriquer des équipements personnalisés. Ils ne sont pas capables de nous fabriquer dans un temps record des équipements personnalisés. Et si vous observez, depuis 1 septembre de Cannes, nous sommes le seul pays à avoir des équipements personnalisés. Ceux qui s'habillent chez Adidas, chez Nike, chez je ne sais pas Puma et consorts, c'est des équipements stéréotypés, fabriqués en série pour les équipes nationales. On joue seulement sur la coloration, quelques emblèmes qu'on ajoute, n'est-ce pas? Donc, ce sont des équipements de série. Et chez nous, nous voulons qu'il y ait une identité de notre équipe nationale. Qu'on sache que si on voit tel équipement, ça c'est l'équipe nationale congolaise. Donc chez nous, O'Neill nous offre la possibilité de pouvoir personnaliser nos équipements. D'ailleurs, j'étais à Strasbourg il y a 1 mois, où je suis allé assister tout justement à la préparation des équipements que nous allons porter. J'ai participé, procédé même à des corrections. Au niveau de leur designer, j'ai assisté à la fabrication du début, à partir du tissage jusqu'à la fabrication du tissu et la fabrication des maillots. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que tous les autres là, les équipements sont fabriqués aussi en Chine. Il faut qu'on se le dise. Puma, Adidas, tous Nike qui fabriquent en Chine. Et en Chine, là-bas, vous ne savez même pas quelle est l'usine qui fabrique cela. Par contre, avec O'Neill, les usines se trouvent à Strasbourg, en Irlande du Nord, à 2h30 de Belfast. C'est là que toutes ces usines. Donc de la fabrication des tissus jusqu'à la fabrication des motifs, à l'incrustation des motifs, tout se fait sur place. Donc nous avons la possibilité d'intervenir et de corriger. Maintenant, étant donné que l'élément timing s'est posé, nous avons discuté avec les amis d'O'Neill, nous avons renouvelé le contrat pour 2 années et changer quelques éléments de base. Voilà. Et on est obligé d'acheter, ça il faudrait préciser, nous achetons, que O'Neill ne donne pas gratuit, nous achetons. Non, mais il faut savoir une chose aussi. Quand vous dites vous achetez, nous achetons à un rabais de plus de 25% de valeur. Mais nous achetons. Oui, c'est normal. Mais aujourd'hui, même Puma ne donne plus gratuitement. Tout le monde achète. Ça, vous ne savez pas. Par contre, qu'est-ce qu'on vous exige? C'est dans la commercialisation des réplicas, des marchandises, des produits dérivés que vous récupérez, vous payez. Quand je prends Real de Madrid, bien sûr, ils ont une structuration bien organisée. L'Espagne contrôle le marché de la contrefaçon. Et à partir de ce moment-là, quand vous apprenez que Adidas a payé 80 millions d'euros à Real de Madrid, c'est parce qu'en retour, ils commercialisent des articles dérivés qui procurent plus que ça. Vous comprenez? Mais la réalité ici chez nous, commençons d'abord par structurer une législation qui puisse protéger les marques. Ça, c'est le grand problème. Il faut protéger la personnalité intellectuelle. Et dès qu'on a cela, à ce moment-là. Mais les sponsors, les sponsors sont prêts à nous donner autant d'argent. Mais nous leur garantissons quel marché de commercialisation dans ce pays. C'est ça la réalité. Ils vous disent, ok, nous pouvons nous mettre d'accord, nous vous donnons X milliers ou X millions de dollars. Mais rassurez-nous que par an, vous allez vendre 100 000 équipements de l'équipe nationale. Ce n'est pas la philanthropie. Rassurez-nous que vous allez vendre 100 000, au bout d'une année, 1 million par exemple, d'équipements. Mais à partir de ce moment, vous permettez, je vous explique, vous avez posé une question, vous avez besoin d'informations. À partir de ce moment-là, il faut avoir un marché à mesure d'absorber. Il faut avoir un marché, avoir une législation. La douane doit être à mesure de contrôler la contrefaçon. C'est tout. Toute la problématique est là. C'est ça la véritable problématique. Nous avons un pays d'un côté, mais nous avons une dérégulation des mécanismes de fonctionnement. Au niveau de la douane, au niveau du contrôle de la contrefaçon, et ainsi de suite. C'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème.
Et ensuite, ils vous disent, écoutez, quel est le pouvoir d'achat du Congolais pour permettre à ce que nous puissions écouler, admettons, 1 million ou 2 millions de choses, d'équipements par an. Bon. Parce qu'une vareuse de match coûte combien en Europe? C'est 125 € pièce, n'est-ce pas? Le réplica tourne autour de 50-60 € pièce. Bon, maintenant, s'ils vous disent, nous avons besoin de vendre dans votre pays 100 000, minimum 100 000 par an, à tel prix, combien de Congolais sont à mesure de dire? La preuve, c'est que nous vendons au niveau online les équipements à l'équipe nationale. Même en Europe, combien de Congolais achètent? Les Congolais n'achètent pas. Mais en tout temps, vous laissez libre cours à la contrefaçon parce qu'il n'y a pas justement un mécanisme quelque chose on peut acheter une varese de léopard. Il y en a, allez chez Christian Matat, on peut vendre, on achète. Le jour du match contre le Libéria, M. Garjo a vendu plus de 100 exemplaires. Au jour d'aujourd'hui, nous lui avons confié l'exclusivité de la commercialisation en République démocratique du Congo. Il attend un stock qui doit arriver incessamment pour pouvoir le faire. Le problème, c'est que nous devons nous tous nous discipliner. Pas aller acheter n'importe quoi dans la rue, n'importe comment, la mauvaise qualité, ainsi de suite, tout ça là. La douane doit quand même être assez coercitive. Si la douane n'est pas coercitive, on fait quoi? Vous allez contrôler tous les points, toute la perméabilité des points d'entrée dans ce pays? Ce n'est pas le rôle de la FECOFA. Mais on doit nous garantir quand même, c'est ça le minimum. On doit nous garantir, n'est-ce pas? Parlons de la liste des 32 présélectionnés qu'a publié les sélectionneurs nationaux. Vous avez certainement parcouru, vous êtes le commandant de cette équipe, vous avez parcouru cette liste. Vous avez quelques avis sur cette liste? Je pense que cette liste m'a été transmise. Cette liste m'a été transmise. Effectivement, j'ai pris connaissance de cette liste. C'est le choix du staff technique. Et puis ce n'est pas, contrairement à ce que les gens croient, ce n'est pas Ibengue seul qui s'est enfermé pour préparer sa liste. Là, je peux vous informer. Tous les membres du staff technique, que ce soit Niayo, que ce soit Zahir, à tous, chacun a proposé une liste à l'entraîneur principal qui, après, a procédé à la compilation. Donc c'est une liste consensuelle du staff technique. J'avais beaucoup insisté là-dessus. Parce que les gens disent parfois, non, c'est Ibengue seul qui se met à préparer sa liste, tout ça là. Je vous confirme ici, c'était une liste consensuelle. Parce que j'avais exigé de l'entraîneur principal que tout le monde puisse participer à la confection de cette liste. Et ce qui a été fait, à partir de ce moment-là, ce sont eux les techniciens. Moi, je ne suis que l'encadreur principal, donc à partir de ce moment-là, je leur fais confiance. Voilà, c'est pour cela qu'au-delà de la liste, nous avons permis à l'entraîneur d'effectuer une tournée en Europe, où il a rencontré les différents joueurs. Une bonne partie, au moins 80% ont été rencontrés par l'entraîneur en Europe. Discuter individuellement avec ces joueurs. C'est les objectifs majeurs que nous avons pour cette CAN. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il a fait son travail. Le staff a fait son travail, c'est une liste consensuelle. Sur cette liste, plus ou moins 10 attaquants, et Gianni Mboula également qui a accepté de venir en sélection de la République démocratique du Congo. Il risque de venir pour ne pas jouer. Écoutez, il ne faut pas limiter l'arrivée des joueurs uniquement parce qu'il y a la CAN. Il y a des procédures. Quand on vient, c'est procédures. Si oui, voilà. Non. Il vient d'abord pour qu'on puisse terminer ces procédures administratives. C'est un jeune qui a évolué à l'extérieur, n'a pas évolué ici chez nous. Il faut terminer, il faut trouver son passeport, il faut lui retrouver toute la paperasse qu'il faudra envoyer à la FIFA. Et ensuite, il faut que la FIFA l'autorise à jouer pour nous. Alors, si on ne le fait pas aujourd'hui, on le fera quand? Si on ne le fait pas aujourd'hui, on le fera quand? Si vous avez bien parlé de 33 joueurs, il peut être là, peut-être qu'avant la CAN, on aura terminé toutes ces formalités administratives. C'est le cas de Chibola aussi, lequel cas nous avons commencé depuis plus d'une année et demie. Ce cas-là, on n'avait toujours pas obtenu toute la paperasse de la FIFA, mais nous tendons pratiquement vers le dénouement de ce cas-là. Et puis au-delà de la CAN, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont commencer. Juste au sorti de la CAN, nous allons commencer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc il ne faut pas seulement se cramponner uniquement parce que c'est la CAN. Je pense que
il faut prévoir l'avenir. On va pratiquement terminer, Monsieur Omari. On va parler d'un autre cas. Beaucoup des amoureux du ballon rond ont évoqué le cas Jackson Mouleka. C'est bon joueur du tout-puissant Mazembe, mais c'est le présélectionné. Mais on a l'impression qu'il risque de ne pas jouer aussi. Hein. Écoutez, moi je pense qu'il faut éviter des spéculations. Jackson Mouleka a été présélectionné. Il est sur la liste des 33, non? Oui ou non? Oui. Il est sur la liste des 33, non? C'est vrai, non? Il est sur la liste des 33. Il est sur la liste des 33. Ils vont aller en préparation. Chacun doit montrer de quoi il sera capable. Parce qu'entre jouer le championnat de la Ligue de foot ici et jouer le championnat et jouer la phase finale de la CAN, c'est deux réalités différentes. C'est deux réalités différentes. C'est à lui de s'affirmer pendant la préparation à Marbella. Et ensuite, l'entraîneur, ils auront à savoir s'ils vont en définitive, mais il ne faut pas avoir des a priori pour dire qu'ils risquent de ne pas jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a Bakambu. Exactement, voilà. Est-ce que Bakambu va jouer tous les matchs avec une certaine constance? Et si au cours d'un match, on constate qu'il n'est pas performant, qu'est-ce qu'on fait? Le banc sert à quoi? Le banc sert à quelque chose. Il y a des titulaires attitrés, mais le banc sert à quelque chose. On va rapidement terminer. Kebano et Kakutagel ne sont pas sur la liste. Beaucoup de gens également l'ont remarqué. Et, on se demande pourquoi. Écoutez, le staff technique est à mesure. Kebano a joué combien de matchs? Il a combien de matchs dans les jambes? C'est pas le seul. Chancel n'a que deux matchs là. Non. Il faut savoir faire la part des choses. Le rôle de Chancel Mbemba dans l'équipe nationale est différent du rôle de Kebano. À ce poste de Kebano, on a aujourd'hui une pluralité de joueurs. N'est-ce pas? On a une pluralité de joueurs. Donc le staff technique a arrêté un certain nombre de critères et sur base de ces critères, on a pu sélectionner tel ou tel autre. Gaël Kakuta, je ne sais pas. Initialement, il m'avait été dit, l'entraîneur m'avait dit, personne ne peut le dire, qu'il était sur la liste. Mais vous maintenant en disant qu'il n'est pas sur les 33, je ne sais pas, il faut que je vérifie. Moi, quand je l'ai reçu chez moi, on a discuté sur le cas de chaque joueur. Il m'a dit que Gaël Kakuta était là. Et encore il y a un élément peut-être que vous oubliez parfois. Ces joueurs qui sont sélectionnés doivent, au-delà de leur technicité, favoriser la cohésion au sein du groupe. Ne pas être des communs diviseurs. On a terminé, Monsieur le Président. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Je vais vous donner une minute. Cette caméra, tous les Congolais qui vous regardent ces matins, on va terminer par là. En un mot, vous leur direz quoi? Écoutez, moi je leur dirais que notre pays est un pays de surprise. C'est un pays de surprise. Donc, vous imaginez depuis un certain moment que ce pays connaît beaucoup de problèmes, mais que seule la détermination et l'engagement et la fidélité au drapeau peuvent nous permettre d'aller plus loin. Et je pense que si nous gardons l'esprit qui s'est révélé lors du match avant et pendant et après le match contre le Libéria, il faudrait encourager ces jeunes. Il faudrait encourager ces jeunes et j'ai la ferme conviction que les potentialités sont là et que nous pouvons aller très loin et avoir des ambitions. Voilà. Merci, Monsieur le Président. On aurait encore continué. Malheureusement, on espère que vous aurez encore du temps pour nous très prochainement. Sinon, bonne chance aux Léopards. On se retrouve certainement, ce sera après la CAN. Hein. Je l'espère parce que moi j'ai le congrès de la FIFA, j'ai l'Assemblée générale de la FIFA, j'ai la Coupe du monde du football féminin en France et après j'ai la CAN. Donc, allez, on va en profiter pour souhaiter bonne chance à Théo Binamungu pour l'élection du gouverneur du Nord Kivu qui est candidat. Et puis il y a un élément. Très vite, on a fini. Vraiment, une seconde. Allez, merci Pêche pour les... Je voudrais au nom de la Fédération congolaise de football et tous les amoureux du football africain présenter nos sympathies et nos condoléances à la famille du président de la République dont le corps de son père revient ce 30, si j'ai la bonne information, donc arrive jeudi. Et nous pensons que nous serons de cœur avec cette famille pour ce qu'aura été le vieux Tien Tshisekedi et dans la mobilisation de la jeunesse vers des idéaux démocratiques, ainsi de suite, tout cela. Donc je voudrais au nom de la Fédération congolaise de football et au mien propre présenter nos condoléances à la famille. Mesdames et messieurs, on a fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un autre numéro du panier. Merci et au revoir.